entre des représentants des communautés d'agglomération. Donc, il y a 36% de représentants des agglomérations, communautés de communes ou communautés urbaines. 30% de nos adhérents font partie de communes, 27% du secteur plutôt marchand, DSP, 7% d'universitaires. On a des adhérents aussi en Guyane, en Martinique, au Canada. Donc, on a une représentation assez large. Donc, nous organisons en collaboration avec nos partenaires un webinaire par mois sur des thématiques ou des enjeux d'actualité. Tous ces webinaires sont accessibles ensuite en replay. Après l'ANS, l'Agence nationale du sport, le plan de relance, Terre de jeu et les JO 2024, l'impact du Covid sur les associations, aujourd'hui, place à une thématique d'actualité pour certains, certes, mais une découverte pour d'autres. Et nos collectivités doivent impérativement aujourd'hui en prendre acte et en tenir compte dans l'évolution des pratiques, mais aussi dans la conception des équipements sportifs sur leur territoire. Place maintenant à Xavier Courcambec, qui va vous présenter cette thématique, l'e-sport. À toi, Xavier. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Asporta. Le thème de ce webinaire, sport, e-sport, sport de demain, est une problématique large. Ces pratiques, sport connecté, sport digital, e-sport sont en plein essor. En effet, qui aurait pu prédire que l'arrivée des montres connectées relancerait l'intérêt des Français pour l'activité sportive? Aujourd'hui, peut-on considérer que l'e-sport est une pratique émergente concernant seulement quelques personnes? Nous ne le croyons pas. Mais nous, services des sports, des collectivités territoriales, sommes-nous prêts à le considérer? Que devons-nous mettre en place pour permettre aux pratiquants de l'e-sport de transformer leurs pratiques individuelles en pratiques collectives ouvertes à tout le monde? C'est ce que nous allons tâcher de savoir. Pour répondre à ces questions, nous avons choisi de nous adresser à des spécialistes. Dans un premier temps, je vais laisser le soin à Bertrand Perrin, directeur de Level 256, la maison du e-sport parisien, et à Yannick Agnel, directeur sportif de Mon Club e-sport, de nous présenter un tableau de la pratique de l'e-sport et de son évolution. Monsieur Perrin, je vous laisse prendre la main pour nous présenter votre présentation. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vous bascule ma présentation. Là, que tout le monde doit voir, je pense. Bougez pas, je reviens sur l'écran principal. Alors, pour tout vous dire, je vous explique rapidement ce que c'est que Level 256. Dans mon support du jour, il y a beaucoup plus de slides que le temps imparti. L'idée est aussi de pouvoir donner des éléments. On va aborder, Asporta m'avait envoyé avant quelques-unes de vos questions, donc on va essayer d'aller plutôt directement à la thématique là, en rapport avec les collectivités territoriales. Je vous fais une petite présentation préambule de ce que c'est que l'e-sport, de comprendre ce que c'est que l'e-sport pour ceux qui seraient moins familiers. Et après, on rentrera dans le détail en sachant que je suis là avec vous jusqu'à la fin du webinaire. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Level 256, pour vous expliquer rapidement ce que c'est une plateforme d'innovation et de développement économique qui est portée par Paris-Senco. Paris-Senco, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Et donc, on opère un projet qui correspond aux politiques publiques de la ville de Paris qui avait été initié sur des grandes thématiques sur l'e-sport, à savoir qu'il y a une partie qui est vraiment dédiée à l'attractivité, développement économique, accompagnement de start-up et TPE dans la thématique de l'e-sport, et l'autre partie, ce que disait Xavier Courcambec, qui est d'animer la maison parisienne de l'e-sport. La maison parisienne, comment fonctionne Level 56? C'est une agence qui est une association qui est constituée de partenaires publics. Donc, je vous parlais de la ville, de la métropole, mais aussi d'acteurs comme la Caisse des dépôts ou la BPI et de partenaires privés qui viennent soutenir ce projet, donc accompagner une trentaine d'entrepreneurs depuis notre lancement en novembre 2018 et développer la maison de l'e-sport avec un cas un peu particulier, c'est que la maison de l'e-sport a été inaugurée en février dernier. Donc, pour vous dire que l'exploitation, il y a beaucoup de promesses, mais pour l'instant, il n'y a pas eu autant d'exploitation qu'on le souhaitait. La maison de l'e-sport, c'est un bâtiment de 2000 m² à Paris avec différents espaces. Donc, on pourra revenir après sur l'intérêt des collectivités parce que cette maison de l'e-sport est composée de plusieurs espaces, à la fois
d'espaces hôtels d'entreprise, mais surtout des salles pour le grand public avec une petite arena qui sert à la fois pour des tournois ou pour des diffusions, des ateliers, des workshops et des salles de pratique. Avec une particularité de ces salles de pratique, ce ne sont pas des cybercafés comme on en avait à l'époque où les gens viennent en pratique individuelle, mais ce sont des salles de pratique avec le même format qu'on aurait sur une réservation de gymnase, de créneaux de stade ou de piscine. Il y a que des entités morales qui peuvent réserver. Tout l'intérêt est de pouvoir un peu faire monter en compétence les associations e-sport de Paris et du territoire parisien, et donc de les inciter à avoir un format d'association de licenciés, même s'il n'y a pas de licence dans l'e-sport. Voilà un petit peu le fonctionnement de la maison de l'e-sport. Pour vous expliquer ce que c'est que l'e-sport, je reviens sur une première confusion en général, surtout quand on vient du monde du sport, ce qui est mon cas. Moi aussi, je viens du monde du sport. La première confusion sur l'e-sport, c'est comme ma slide n'avance plus, c'est que les gens pensent que l'e-sport, ce sont des jeux vidéo qui sont des simulations de sport. Or, c'est pas tout à fait ça. On va revenir après dessus. Et la seconde confusion, ce qu'on appelle les exergames dans notre jargon, qui pensent que l'e-sport, c'est de la pratique de sport connecté, et donc c'est le fait d'avoir une pratique physique. Je pense que ceux qui en ont déjà entendu parler, il y a souvent des questions de dire est-ce que c'est un sport ou non, est-ce qu'il y a une pratique physique ou non. C'est pas le cas, on se pose pas la question. Ce ne sont pas des sports, mais il y a des choses qui s'assimilent beaucoup au sport. L'e-sport, c'est la croisée du sport et de la culture. Il y a quand même un sujet qui souvent, où les détracteurs parlent d'activité physique. Il y a une motricité fine chez les professionnels qui fait que la plupart du grand public ne pourrait jamais le faire. Et je pense qu'on ne le remet pas en cause dans les pratiques sportives. Bon, je mets à part les échecs parce que souvent, c'est facile de dire les échecs et pas l'activité. Mais même sur des pratiques, on voyait là du tir à l'arc ou d'autres pratiques, l'activité physique n'est pas la même que quand on fait un sport collectif et qu'on va courir ou qu'on court un 100 mètres ou un marathon. Donc, dans notre secteur, c'est une définition chez Level 56, mais qui est la même de France e-sport, et je vous en parlerai après, qui est l'entité nationale dont Stéphane Ruetti interviendra en troisième partie. Pour nous, l'e-sport, ça désigne l'ensemble des pratiques qui permettent à des joueurs de se confronter par l'intermédiaire d'un jeu vidéo, d'un support électronique. Et donc, on est vraiment sur ce sujet-là, c'est de dire, c'est d'abord la pratique compétitive du jeu vidéo, c'est l'essence même du sujet, c'est de la compétition. C'est pour ça que souvent, il y a des préjugés qui se font, qui sont plutôt sur le jeu vidéo, alors que sur la pratique de la compétition de l'e-sport, on est vraiment sur le côté compétitif. C'est de là où on se rapproche beaucoup du sport, parce qu'il y a toute une série de similitudes. Il y a plusieurs supports, on peut jouer sur téléphone, PC, console, mais surtout dans la partie qui est gauche de ma présentation, qui est comment, c'est que de la même façon que dans le sport, on peut faire une pratique amateur ou professionnelle, on peut pratiquer sans regarder les diffusions qui existent plutôt sur Internet. À l'inverse, on peut regarder sans jamais jouer. De la même façon que les gens vont aller regarder du foot ou du rugby sur Canal sans jamais mettre les pieds sur un terrain, là où certains vont aller faire une pratique et eux ne vont pas s'intéresser au sport professionnel, ils vont plutôt faire. Avec une particularité pour l'e-sport, et c'est la grande force par rapport au sport traditionnel, c'est qu'il y a une version physique, qui historiquement, ça a été créé d'abord en physique parce que l'e-sport existe depuis les années 70, dès lors que le jeu vidéo existait. Donc les premières compétitions d'e-sport datent des années 70, 80, 90, où on faisait des compétitions physiques, on se retrouvait, on emmenait son PC ou sa console et on se retrouvait dans la même pièce. Et avec le développement d'Internet, on a commencé à voir les compétitions en ligne. Et c'est là le point fort, c'est que quand on arrive dans un cas de pandémie comme cette année, on a possibilité, même si ça met à mal quand même les compétitions qui, dans le cas des professionnels, se font physiquement pour garder l'intégrité de la compétition, on arrive à avoir une bascule et à avoir quand même une pratique. Pourquoi je vous parle un petit schéma sur l'e-sport? En fait, c'est que les gens pensent que c'est l'e-sport en général, un e-sport. Or, c'est pas le cas. Je vous montre un petit schéma. L'e-sport, ça se construit exactement comme le sport. Il y a des grandes familles de jeux. Les mêmes familles qui vont avoir des sports de raquettes, des sports de combat, des arts martiaux, des sports co. Et après, à l'intérieur de ça, on a des jeux. Donc ça, c'est un petit schéma que Nicolas Bézon, un enseignant-chercheur de Paris 5, de Paris Descartes maintenant, avait fait et illustré en 2017. Maintenant, on ressemble plus à ça et même le schéma est encore plus large. C'est pour dire qu'il y a une multitude de jeux e-sport et de la même façon que dans le sport traditionnel, un champion, un professionnel, je parle d'un professionnel, un champion, quand il est professionnel, sera champion sur un jeu et ne sera pas champion sur un autre jeu. De la même façon que Yannick Agnel, qu'on va écouter tout à l'heure,
Je pense c'est un très grand champion de natation. Je ne suis pas sûr qu'il court le 100 mètres de la même façon ou qu'il soit champion de foot. L'e-sport, c'est exactement pareil. Alors dès lors qu'on redescend de niveau, là, on peut avoir une pratique multi-jeu de la même façon qu'on a des sportifs amateurs ou même professionnels qui ont quand même un niveau très intéressant sur plusieurs jeux. À noter, mais ça je vous le dis juste pour le schéma, mais vous le renoterez, c'est que les jeux, souvent il y a des questions sur à quel âge ça peut se pratiquer. Et c'est très important pour les collectivités à savoir, c'est qu'il y a des normes PEGI, qui est une norme qui existe depuis très longtemps au niveau européen, sur la classification des jeux avec un âge limite pour jouer. De la même manière que le CSA, on va définir ce qu'on peut regarder à la télé ou pas. Là, il y a des jeux. Et quand on parle de cas de violence, il y a des jeux qui effectivement peuvent être violents, on peut avoir du sang, on peut avoir des choses qui font peur. Ce sont en général des jeux qui sont interdits aux moins de 16 ans ou moins de 18 ans. Et donc, dans le cas de salles collectives, comme là c'est le cas à Paris, notre maison d'e-sport, quand il y a des activités avec les jeunes et avec les mineurs, les jeux qui sont utilisés, c'est des jeux qui sont autorisés aux mineurs et qui ne sont pas pour les moins de 18 ans, quoi, qui ne sont pas pour les plus de 18 ans. C'est assez important à savoir parce que c'est un gros enjeu justement qui est normalement pour les parents, mais qui est aussi dans le cas des collectivités à diffuser cette classification qui permet aussi d'avoir une pratique responsable avec les jeunes. Un petit schéma très rapide sur l'e-sport, mais ça je vous l'ai expliqué. L'e-sport, ça fonctionne aussi de la même façon que le sport traditionnel. Il y a ce qu'on appelle des e-sportifs professionnels, donc dont c'est le métier. Il y en a dont on appelle e-sport professionnel, qui jouent régulièrement, qui ont des classements, des compétitions de la même façon qu'on aurait. Je prends le parallèle en général avec le basket. Le basket, vous avez une pratique fédérale en Pro A, vous êtes e-sportif professionnel. Après, il y a cette pratique amateur où on est affilié à la fédé de basket. Et enfin, on peut avoir très bien des gens qui vont jouer au basket sur un TEP dans votre ville ou en bas de chez eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle une pratique loisir. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'e-sport de spectacle. Et là, c'est la chose qui donne le plus de visibilité actuellement dans le secteur, qui a tendance à l'e-sport, la pratique, on va dire en tant que telle, est en train de rattraper ça, mais c'est pas le cas. Et l'e-sport de spectacle, c'est comme si on avait les Harlem Globetrotters au basket. C'est le support et le basket, mais c'est d'abord un spectacle. Et dans l'e-sport de spectacle, c'est ceux qui ont beaucoup de notoriété. On parlait de Gotaga, on parlait d'autres acteurs. C'est les gens qui utilisent l'e-sport pour faire un show, mais en tant que tel, ce qui est le plus intéressant, je pense, de mon point de vue, mais aussi, je pense, pour une collectivité, c'est de s'attacher pas au spectacle, mais à la pratique. Et c'est là où on a le plus de choses. Et je vous montrer un petit schéma justement sur la France et quels sont les chiffres pour la France. À savoir qu'une particularité, c'est qu'il n'y a pas de loi qui régit l'e-sport. Il n'y a que 3 décrets. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de ligue, comme sur le sport traditionnel. Il n'y a qu'une association qui est reconnue par l'État qui s'appelle France e-sport. Donc, je vais vous montrer quelques slides qui fait tous les ans une étude justement sur les pratiquants en France avec Médiamétrie et la Caisse des dépôts. Mais il n'y a pas de structuration comme le sport traditionnel avec des fédés, des ligues, des comités. Et c'est un des enjeux sur lequel France e-sport travaille et sur lequel Level 56 travaille aussi avec l'État. Pour vous donner un petit aperçu sur le nombre de joueurs et de gens qui sont sensibles à l'e-sport, on est pratiquement à 8 millions de personnes qui sont sensibles, avec sur la pratique des joueurs, on va dire qu'il y en a 1,2 million qui sont des e-sportifs amateurs qui jouent en compétition et avec un classement. Donc, si on faisait l'équivalent dans une fédération, c'est ceux qui auraient une licence. Donc, si on faisait prendre une licence à tous ces joueurs-là qui joueraient en compétition et en classement, on aurait l'équivalent d'1,2 million de joueurs licenciés. On arrive dans largement le top 10 des fédérations françaises. Et après, par contre, on a une pratique loisir un peu plus importante avec des gens qui jouent en classement mais qui ne font pas des compétitions, de la même façon qu'on a une pratique loisir à peu près 2 millions. Si je reviens sur ma slide d'avant, vous verrez que si vous faites le total, il y a à peu près 3 millions de joueurs, donc un peu plus de 3 millions de joueurs, 10 sportifs en France. Donc, ce qui fait que les collectivités doivent se saisir de ça pour moi, parce que vous en avez sur le territoire. Mais de la même manière, on a à peu près 4 millions de personnes qui regardent régulièrement de l'e-sport, mais qui ne pratiquent pas. Pour vous dire qu'il y a quand même un point fort qui est de dire l'e-sport, c'est pas seulement je joue, mais c'est aussi je regarde, de la même manière que certaines pratiques sportives. Il y a beaucoup d'audience et il y a très peu de pratiquants. Je prends le cas du biathlon, qui tous les samedis, on a des grands champions. Et je pense qu'il y a très peu de pratiquants de biathlon, alors que tout le monde regarde sur l'équipe le biathlon. Et personne reproche à Martin Frogat, qui est un grand champion, d'avoir une carabine, de faire des tueries de masse dans l'espace public. Les petits chiffres sur la pratique, je vous les laisserai dans les slides, juste pour vous dire que effectivement, cette année, ça a un peu changé avec le contexte sanitaire, mais la pratique est d'abord en lieu physique. Les gens se retrouvent pour les compétitions physiquement dans des espaces dédiés pour ça, mais il y en a très peu et donc en général sont
des gymnases, des salles des palais des congrès, des salles polyvalentes pour faire les compétitions. Les chiffres, je vous les donnerai dans les slides. La seule chose à retenir importante d'un point de vue business, c'est que le chiffre d'affaires total en France de l'e-sport, donc qui concerne les compétitions, les salaires des joueurs, le sponsoring des équipes et des événements, ça n'intègre pas le chiffre d'affaires des jeux vidéo parce qu'on considère que l'e-sport ne concerne que la compétition et donc pas le support qui est le jeu vidéo. On est à 50 millions d'euros. Pour vous dire que c'est un secteur dont on parle beaucoup, mais qui n'a peu d'argent. Vous vous rendez compte que il y a des joueurs de Ligue 1 qui valent bien plus que l'intégralité du secteur. Donc on est quand même sur il y a une très forte audience. On voit qu'il y a beaucoup de pratiquants, mais derrière il y a encore très peu d'argent et c'est un des enjeux. Je vous ai mis ce qu'est la stratégie du gouvernement actuel avec leur feuille de route jusqu'en 2020-2025. Actuellement, l'e-sport est identifié par le ministre du numérique, Cédrico, Roxana côté sport, et il y a un pan avec Sophie Cluzel sur la partie accessibilité handicap. Mais ils ont 4 enjeux qui sont très larges et qui se retrouvent, qui sont à la fois de l'attractivité de la France à l'international, mais aussi au niveau des territoires. Il y a la question de soutenir la pratique amateur, et c'est là où je pense que vous avez votre carte à jouer, et le fait de faire aussi une pratique responsable et qui puisse être valorisée socialement. Je viens sur le sujet de e-sport et collectivité territoriale. Quels sont les grands enjeux? Est-ce qu'on est encore dans le timing? Ouais. Quels sont les grands enjeux pour une collectivité? Ils sont multiples. Je distingue 3 pans. Le côté des équipes professionnelles, le côté grand public, les entrepreneurs. Les équipes professionnelles, c'est assez simple. C'est un travail qui sera au même titre de soutenir des équipes professionnelles sportives, et de dire comment une collectivité peut intervenir. C'est à la fois la mise en place de lieux d'entraînement, de pouvoir travailler sur la performance et peut-être d'inclure ces équipes professionnelles auprès des administrés et de comment créer des passerelles en disant les professionnels peuvent aller chez les scolaires, peuvent aller travailler dans les clubs amateurs, faire de la sensibilisation. Voilà, ça c'est un sujet sur les professionnels, mais c'est toujours une petite niche. En France, il faut considérer qu'il y a à peu près 150 joueurs professionnels. Donc, on n'est pas non plus sur une explosion des joueurs. Mais il y a des équipes, et ça, je vous invite à aller peut-être vous rapprocher de France eSport, justement, qui a la liste, mais de regarder s'il y a des équipes professionnelles sur votre territoire ou à proximité. Il y en a qui sont identifiées. Il y a très peu d'équipes qui, pour l'instant, ont commencé à faire des partenariats avec des villes. Il y a à Boulogne, il y a une équipe qui s'appelle GameWard, une équipe professionnelle qui s'est rapprochée de Boulogne. Mais sinon, les équipes, même si elles sont identifiées sur des territoires, je pense à une équipe lyonnaise qui s'appelle LDLCOL, qui sont sur le territoire lyonnais. Pour l'instant, ils n'avaient pas encore travaillé plus que ça avec la ville ou la métropole. C'est des choses qui sont en train d'arriver, mais qui n'existaient pas. Donc, des choses à développer. Côté entrepreneur et entreprise, là, c'est pareil, je passe très vite dessus. L'intérêt, ça va être plutôt une question d'attractivité, de dire comment une ville peut aller accompagner des entreprises sur le secteur. Et ça, c'est toujours une politique publique qui est moins rattachée aux politiques des sports, mais plutôt justement sur des questions emploi. Mais c'est un enjeu. Et le grand sujet pour moi, c'est la question du grand public. Et là, c'est la question de la pratique loisir ou amateur. C'est que l'e-sport, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une pratique qui peut être individuelle ou collective, qui s'est inscrite justement parce qu'il y avait Internet, on pouvait jouer en ligne, le fait de dire il n'y a pas de barrière. Donc souvent, on retrouve sur le territoire, on enregistre à peu près 800 associations en France dédiées à l'e-sport. Et les 800 associations, elles ne sont pas forcément localisées ou territorialisées. Elles sont parfois, justement, c'est un joueur de Perpignan qui est dans la même association que le joueur de Lille, que le joueur de Guéret. Et donc, de se dire, comment on les met sur le territoire. Et ça, c'est un des enjeux, parce que ces associations sont souvent des petites associations qui ont été des équipes de gens qui sont structurés pour des tournois et qui étaient des tournois plutôt en ligne. Et donc, l'enjeu des collectivités, c'est ce qu'a fait Boulogne, c'est ce que fait la ville de Paris, c'est ce qu'a fait Poitiers, c'est ce que font pas mal de collectivités, de dire on va aller accompagner des associations sur le territoire. Et donc, ces associations sur le territoire, on va les localiser. Ce qui est arrivé avec GameWard, mais ce que fait à peu près Paris. Là, Paris, ils ont dénombré à peu près une centaine d'associations, qui sont parfois des grosses associations avec plusieurs joueurs et parfois d'autres toutes petites. Tout l'intérêt, c'est de leur dire, une collectivité, on peut aider ces associations-là. De quelle manière? De la même façon qu'on aide des associations de jeunesse culturelle, des associations sportives. Une association sportive, en général, dès qu'elle se crée, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va voir sa collectivité, que ce soit une ville, département ou région, pour demander des locaux, des terrains et des subventions. L'e-sport, c'est un peu pareil. Il faut partir du principe que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont demander? Des subventions.
En général, l'argent, c'est pas ce qui les intéresse le plus pour l'instant parce que, sauf s'ils ont des sujets de créneau, mais ce qui est le plus intéressant, c'est justement la création de ces espaces de pratique. Cette maison d'e-sport qui a été créée à Paris, c'était pour répondre à l'enjeu justement parisien, de dire il y a des associations. En général, quand elles veulent se rencontrer, faire des tournois, ils demandent des espaces dans les établissements scolaires, dans les gymnases, des salles polyvalentes. Autant créer un lieu dédié pour ces associations. Elles peuvent venir. Et c'est l'enjeu, nous, de cette maison d'e-sport qui n'a pas fonctionné normalement justement dans le cas de la pandémie. Cet été, quand on était déconfiné, on a accueilli des stages de la ville qui s'appellent les Paris Sport Vacances, qui sont les mêmes stages que les enfants. C'est des stages gratuits qui vont faire du basket, du badminton. Et là, ils avaient des stages d'e-sport qui respectaient les conditions sanitaires. Plutôt que d'être en jauge pleine, nous, on a une salle qui peut accueillir une 50aine de personnes, mais en termes de pratique, il y a une salle avec une 20aine de PC. On accueillait 10 jeunes. C'était un PC sur 2. Le matériel était nettoyé dès lors que la session était finie, mais qui permettait quand même d'accueillir des jeunes. Et ces salles de pratique, sur Paris, il y a cette maison d'e-sport, mais après, il y a des clubs sportifs qui s'en sont saisis aussi de créer ces salles dédiées, qui sont des salles. Nous, il y a 20 PC, mais ça peut être à plus petite échelle, hein. En général, le jeu qui demande le plus de personnes, c'est 6 personnes. Donc, de faire une salle avec 6 PC ou 12 PC si on fait 2 équipes, c'est intéressant. Et ça, c'est une première chose qui permet aux associations de se développer, à la fois parce qu'avec leurs adhérents déjà, ils ont du matériel, mais après, derrière, il y a des sujets qui font que on peut aller plus loin et les inciter justement à trouver un modèle économique qu'ils n'ont pas. Parce que ça dans le secteur, les associations n'ont pas le réflexe de faire prendre des licences. Que je vous disais, il n'y a pas de licence parce qu'il n'y a pas de fédération. Mais de la même façon, sur les adhésions, certaines des adhésions qui sont symboliques d'€1, alors que quand les clubs sportifs parisiens sont arrivés sur ce secteur-là, on a un club omnisport qui s'appelle le PUC. Et le PUC, ils ont créé la même façon qu'ils avaient une section foot, volley, danse. Ils ont fait une section sport e-sport avec 3 heures de pratique par semaine. Ils ont fait payer le coût d'une licence qui est sensiblement identique au sport, qui est même plus cher. Hein. La licence est pas loin de 400€. Donc, pour vous dire qu'on est sur une licence. Et ils ont rempli toute la section. Ils ont même une liste d'attente, justement. Et donc, il y a une attente, mais on peut faire payer. Alors que, traditionnellement, les associations n'ont pas ce cas de licence et d'adhésion. Et ça, je pense qu'il faut les inciter. Et c'est un bon moyen aussi, en tant que collectivité, d'identifier ces associations, les aider à monter en compétence sur le cas de comment développer ses adhérents et ses licenciés, parce que pour elles, ça peut être une source de revenus. Et ce qui permet, après, qui est le gros enjeu de l'e-sport, c'est d'abord cette pratique amateur, de dire comment on forme, comment on encadre et comment on va les donner des valeurs qu'on va retrouver dans le sport. Hein. Le respect, le dépassement de soi, ça peut être la performance, ça peut être l'échange avec l'adversaire. Voilà. Je vous fais un passage rapide sur Paris 2024, parce qu'il y avait des questions sur le sujet. Paris 2024 s'intéresse au sujet. Il y a des grands enjeux qui sont à la fois l'e-sport ne peut pas du tout être olympique. Il n'y a pas de fédération internationale reconnue qui permet de candidater. On n'est pas encore à ce sujet-là, ni à Paris, ni à Los Angeles en 2028. Il y a quand même une particularité, c'est qu'en Asie, il y a déjà de la pratique e-sport qui est médaillée aux Jeux asiatiques. Il faut voir que c'est un peu particulier, c'est qu'il y a une fédération asiatique où ils sont plutôt en avance. Même en Corée, qui est le pays qui est le plus avancé, la fédération coréenne est affiliée au comité olympique coréen. Elle existe depuis 20 ans. Et donc, ils ont une vision un peu différente de l'e-sport tel qu'il est fait en France ou même en Europe où il y a toujours des sujets de dire est-ce que c'est un sport ou pas, est-ce que… voilà. Un frein qu'il faut lever, c'est que l'e-sport, quand dans les études là, de France e-sport, on se rend compte que les pratiquants d'e-sport, les gens sont des gens qui pratiquent plus le sport qu'un Français moyen. Donc, c'est un premier code cassé. Et que quand les gens se disent « Ah, ça va venir prendre de la place sur la pratique du sport », pas du tout. On se rend compte que le temps d'e-sport est pris sur le temps passé devant la télé et non pas du tout sur la pratique sportive. Et donc, les jeunes, de la même façon qu'ils vont aller faire du sport et peut-être une pratique artistique, de la musique en parallèle ou autre, font de l'e-sport en parallèle. Donc, les e-sportifs, ce sont plutôt des gens qui ont une affinité avec le sport, qui regardent le sport et qui en pratiquent. Et sur les jeux, il y aura des sujets d'activation en parallèle des jeux quand même. Et il y a tous les enjeux sur le territoire. Et là, il y a des choses sur lesquelles nous, on travaille Level 56 avec nos partenaires, que ce soit la Caisse des dépôts ou d'autres, pour essayer justement de dupliquer ces maisons d'e-sport sur le territoire de façon à ce que ça puisse aider. Et ça, c'est des sujets d'héritage de Paris 2024. On est vraiment aux prémices, on discute dessus, mais on n'a pas avancé. Et je laisse la parole à Yannick. Je laisse la parole. On va se faire un petit temps de questions avec Yannick. Bonjour Yannick. Salut Bertrand, salut tout le monde. Et tu sais que tu parles bien Bertrand quand même. Je me faisais la réflexion, c'est quand même, c'est nickel, c'est limpide.
Ça te va? Bon, après, tu as plus affilié. On verra si tout le monde a compris. De toute façon, toi, tu es déjà sensible. Justement, après, je pense que Yannick, bon, il peut peut-être se représenter, mais je pense que vous le connaissez en tant que grand champion. Ce qui est intéressant, c'est que Yannick s'intéressait peut-être à l'e-sport, va nous dire pourquoi il s'intéresse à l'e-sport. Et Xavier le présentait en préambule en disant que c'est le directeur sportif de mon club e-sport, de MCES. Peut-être de dire quel est son rôle et ce qu'il fait dedans. Et ça, là, je te laisse la parole, Yannick. Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bon, vous me connaissez peut-être sous l'égide sportif et sous mon rôle, mon ancienne carrière de nageur de haut niveau. Il se trouve que j'ai toujours été, moi, je fais partie de la génération qui a grandi avec une manette entre les mains, qui a grandi avec le monde du jeu vidéo et notamment, comme tu disais tout à l'heure, Bertrand, très bien, du monde connecté aussi et qui m'a amené, moi, derrière, à vivre beaucoup d'émotions fortes et qui m'a permis, le jeu vidéo, de rester notamment en contact un petit peu partout à travers le monde avec mes amis, avec ma famille, mes proches. Et donc, j'ai toujours vécu ça et observé ça d'un certain œil, et notamment la scène e-sportive depuis assez tôt, je dirais, depuis le milieu des années 2000, un petit peu avant peut-être, à travers la télévision et puis ensuite à travers les chaînes en ligne, les web TV. Donc, ça a toujours été assez évident pour moi. Et après ma carrière de nageur de haut niveau, il se trouve que j'ai eu l'opportunité justement de rencontrer le fondateur de MCES, Romain Sombré, qui est une personne qui venait lui aussi du milieu du sport et qui avait à cœur de créer une structure qui parle à la fois à l'écosystème amateur en créant eh bien, des académies qui mêleraient le sport et l'e-sport pour les gamins un petit peu partout en France et ailleurs en Europe, et une structure professionnelle qui, elle, serait régie un petit peu comme tu le disais tout à l'heure, comme un club omnisport, avec donc plusieurs sports qui correspondent à chacun à un jeu vidéo. Donc aujourd'hui, mon rôle au sein de MCES, c'est l'équivalent, on pourrait dire, d'un directeur sportif. Alors, le titre est un petit peu pompeux, mais l'idée, c'est de mettre en place vraiment toute la méthodologie dans ce qui a trait à la performance, en dehors du jeu vidéo en lui-même, où je ne suis pas un expert particulièrement, mais tout le reste, je connais un tout petit peu. Donc, le suivi, on va dire, nutritionnel, médical, psychologique et plus surprenant, comme tu en faisais encore une fois mention, Bertrand, tout ce qui est préparation physique, puisqu'en fait, ils sont considérés comme de véritables athlètes aujourd'hui au niveau professionnel. Et je pense que ça part, en tout cas, déjà du niveau amateur. Il faut savoir que l'e-sport s'est construit un petit peu à l'inverse du sport, c'est-à-dire qu'il s'est d'abord structuré au niveau professionnel, là où on avait de l'argent, là où on avait de la visibilité, et que maintenant, depuis des années déjà, on est en train de structurer tout ça au niveau amateur. Et donc, c'est ce qu'on s'échine à faire, notamment dans les quartiers à Marseille, puisque MCES est basé à Marseille. Et justement, MCES, là, dans les quartiers, il y a une particularité, c'est qu'il y a des salles de pratique. Tu peux nous en dire plus justement sur le fonctionnement des salles de pratique ou qu'est-ce qui a été développé? Alors, l'avantage qu'on avait, c'était que Romain Sombré, donc le fondateur, lui, avait déjà monté des salles de futsal, de foot à 5. Et il y avait une grande partie de ces salles-là qui avaient un espace, on va dire, disponible pour y faire autre chose. Et là, le truc, ça a été d'installer évidemment tous ces postes avec des PC performants, avec un Internet performant pour pouvoir les mettre à disposition de tous ces jeunes gens. L'idée, c'était de pouvoir leur proposer une activité qui soit à la fois une session de sport et une session de jeux vidéo. Si vous avez, par exemple, 1 heure et demie avec des formules à 1 à 2 fois, à 3 fois par semaine, ou des formules de stages, vacances scolaires, etc., où on propose à la fois du sport et à la fois de l'e-sport. Alors, à la base, ça s'est construit dans nos centres de foot à 5. Et puis, derrière, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine appétence
pour ces académies. Et donc, tu parlais notamment du PUC tout à l'heure, du Paris Université Club. On a proposé nos services au Paris Université Club. On les a proposés un petit peu partout ailleurs. Et aujourd'hui, on se retrouve à Bordeaux, à Lyon, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Rome même. Et qui sait, on est en train de voir cette année, même si la conjoncture est pas forcément évidente, un petit peu partout en France. Donc aujourd'hui, c'est sûr que les collectivités sont des interlocuteurs privilégiés. Elles ne s'en rendent pas forcément compte, et c'est notamment l'une des raisons de ma présence ici. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'un budget immense pour arriver à faire fonctionner eh bien, un petit écosystème e-sportif amateur, en tout cas dans sa ville, dans son territoire. Et ça a été le cas pour nous depuis ces quelques années. Ouais. Ouais, sur ce que tu dis, c'est intéressant. Je vous donne un exemple. La ville de Paris là, a équipé 10 clubs sportifs qui voulaient faire de l'e-sport, donc avec des consoles ou des PC. Ils ont fait un appel à projet. Ils avaient un budget de 50 000 euros et les clubs faisaient une réponse à l'appel à projet pour s'équiper avec à la fois le matériel, le projet pédagogique sur des crédits d'investissement. Donc en disant ça, c'est des crédits d'investissement qu'on peut amortir. Ils avaient fait des projets en disant j'achète le matériel informatique et je remets un coup de peinture dans un local ou dans un clubhouse qui est disponible. Ça permet d'accueillir justement des jeunes et moins jeunes. Et donc le budget n'a pas besoin d'être excessif. Il y avait une question sur le cas des financements, sur des choses plus lourdes et des grosses installations. C'est là-dessus où l'État a envie d'intervenir. Stéphane répondait bien en disant qu'il y a déjà des régions qui se mettent dessus, mais même l'État voudrait intervenir, et notamment par le biais de la Caisse des dépôts, qui en général cofinance et est intéressée pour ce type de projet. Toi, Yannick, justement, sur la partie, parce que aussi tu viens du monde du sport, tu vois des similitudes entre sport et e-sport, et tu dis qu'il y a des synergies ou c'est quelque chose qui est complètement décorrélé? Non, je pense qu'il y a des synergies. Alors, il y a des synergies à tous les niveaux, hein. Je ne vais pas refaire l'inventaire de ce que tu disais, mais c'est vrai que je pense que le principal là-dedans, c'est la passion qu'y mettent en tout cas tous les jeunes et les moins jeunes qui y jouent, qui pratiquent, qui est une passion que je n'ai vue, moi, présente que dans le sport de haut niveau. Et ça, le truc, c'est qu'il faut participer à des compétitions en tant que spectateur, à tout le moins, pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, on a des grosses compétitions, des gros tournois qui ont été organisés sur le territoire français, et à Paris notamment un petit peu plus qu'ailleurs, à Bercy, dans les locaux de Disney même. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Pour le reste, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux répondre. Je pense que tu l'as bien fait tout à l'heure. Il est plus question de est-ce que l'e-sport est un sport, mais il est question en fait, c'est 1,5 à 3 millions de personnes. Comment est-ce qu'on répond à leurs besoins? Comment est-ce qu'on les structure? Et comment est-ce qu'on répond à la plupart des gamins que nous, on va voir dans les quartiers qui nous demandent comment est-ce qu'on fait pour devenir e-sportif de haut niveau, et que c'est leur rêve, c'est leur passion, et qu'ils ont envie ils ont envie de tout donner. Et comment est-ce qu'on les structure, on les accompagne, et pourquoi pas on les détecte pour les faire arriver au meilleur niveau, et surtout en ayant une réponse qui soit saine et adaptée, et qui n'aille pas leur griller de l'énergie, et qui se retrouvent à 22-23 ans complètement lessivés parce qu'ils en auront trop fait. Donc nous, aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de les accompagner tout en leur proposant ce qu'on pourrait proposer à n'importe quel sportif de haut niveau. On n'est pas les seuls, hein. Tu parlais de GameWard tout à l'heure à Boulogne, mais on est de très nombreux clubs aujourd'hui à avoir cet esprit-là. On pense que voilà, on fait partie de ceux qui pensent l'esprit sain dans un corps sain, et on l'adapte vraiment au niveau e-sportif. Oui, ce qui est vrai, là c'est ton cas, toi, pour le MCES, mais GameWard, c'est aussi une structure qui a été renforcée par Julien Beneteau, qui intervient aussi auprès de l'équipe professionnelle. Dernièrement, ceux qui suivent l'actualité ont dû voir que Bruno Martini
l'ancien gardien et manager du PSG, est arrivé sur une équipe parisienne qui s'appelle Vitality. Donc, il y a beaucoup aussi de sportifs qui viennent apporter leur savoir-faire. Et c'est ce qui est intéressant dans la structure professionnelle, mais aussi dans la structure amateur. C'est intéressant d'avoir des gens qui viennent du sport pour… Et ce ne sont pas des effets de manche. on Aurait tendance à penser que voilà, ça s'agrège parce que… Non, ça s'agrège parce qu'en fait, ces synergies-là, elles sont évidentes. À partir du moment où vous voulez que votre structure devienne performante, eh bien, il faut faire appel à des gens d'expérience, des gens qui sont habitués à évoluer dans ce genre de milieu. La seule différence qu'on va avoir avec un milieu sportif, c'est que la plupart du temps, les jeunes auxquels vous allez faire face sont des jeunes qui n'auront pas vécu justement tout ce canal de formation que vous avez dès la petite enfance dans le sport de haut niveau jusqu'à arriver aux alentours des 15 ans, où ils ont déjà eu l'habitude de fonctionner justement avec un coach, avec une équipe, en étant très structuré. Donc c'est à nous aujourd'hui d'aller le proposer. Et on ne se rend pas compte à quel point les territoires ont justement des territoires qui sont inoccupés ou qui demandent une certaine synergie par rapport à des clubs, soit des clubs omnisports, soit des clubs tout court, hein, qui ont des salles à disposition, qui pourraient complètement ramener à la fois les gamins vers le sport, vers la pratique physique, la pratique sportive, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a quand même une problématique aujourd'hui de la sédentarité en France, et qui pourrait, en plus de ça, leur proposer tout cet écosystème e-sportif dont aujourd'hui ils ont besoin et dont on ne peut pas se passer. Merci Yannick pour l'intervention. On va être pris par le temps. Des propos hyper intéressants. Ce que tu rappelais effectivement sur la question des amateurs et de professionnels accompagnés. Ce qui est un enjeu, c'est que dans le circuit sportif, on sait accompagner un jeune jusqu'à ce qu'il devienne professionnel. S'il ne devient pas professionnel, il peut quand même se faire plaisir dans sa pratique. Il y a toute une structuration qui fait qu'on peut avoir une pratique régulière, intensive ou loisir justement, et que dans l'e-sport, ce que rappelait Yannick tout à l'heure, c'est que tout a été créé d'abord par le secteur professionnel, et donc il y a cet enjeu de structurer la partie amateur, et c'est là où les collectivités peuvent aider justement en disant comment on aide ces associations pour qu'un jeune puisse pratiquer et s'épanouir tout en, s'il ne devient pas professionnel, qu'il puisse continuer et qu'il puisse avoir ce cadre-là. Merci de votre attention. On sera encore présent à la fin. Je serai encore présent à la fin pour répondre à des questions. Il y en a pas mal. On laisse continuer le webinaire. Merci à vous deux pour la qualité des échanges et pour nous avoir permis de nous ouvrir un petit peu sur cette question du e-sport qui est restée un petit peu nébuleuse pour nous. C'est vrai qu'on se rend compte qu'au final, c'est pas très compliqué et avec des moyens